Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, j'ai la voix un peu cassée, mais ça va quand même la faire avec le micro. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à Montpellier et merci à Jean-Christophe Tortora pour cette invitation. Et effectivement, comme il a pu le dire, je viens pour évoquer à l'ouverture de ces forums zéro carbone une problématique qui devient de plus en plus visible dans le monde entier, qui est la manière comme nous vivons dans nos villes, qui finalement sont les principales contributrices des émissions de CO2. Et dans le contexte actuel, on a vu le résultat très très mitigé de la COP 27 en Égypte. On a du mal donc à vraiment mettre en place un accord mondial ambitieux et engageant. Et bien qu'on a eu des petites avancées avec les fonds des soutiens aux pays du Sud, la vraie question qui se pose au fond partout dans le monde aujourd'hui, c'est compte tenu que nous sommes devenus majoritairement des urbains, nous sommes aujourd'hui 54% de la population mondiale des habitants dans les villes, 77% en Europe, 80% de la population française habite dans à peine un cinquième du territoire. J'étais en Amérique du Sud il y a peu de temps. Nous sommes donc en Amérique du Sud, 86% de la population des urbains. J'étais à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. 90% des habitants en Argentine, ce sont des urbains. Quasiment, on est à la limite de ce qu'on peut considérer comme urbanisable. Et on peut continuer cette longue liste de ce qui est aujourd'hui l'omniprésence donc, des villes. Et finalement, quand on regarde de près les bilans carbone au niveau mondial, on sait que dans les villes qui sont les principales contributrices des émissions de CO2, il y a 3 postes principaux. Donc d'abord, le transport, qu'on appelle aujourd'hui la mobilité. Le deuxième, les bâtiments, qui génèrent donc, des volumes de CO2 importants également. Et les troisièmes, pour les pays qui ont des saisons, les réseaux de chaleur et froid, qui sont également des émetteurs de CO2. Donc finalement, depuis la COP21 qui a eu lieu à Paris, qui est une réunion des États pour définir des politiques qui, par ailleurs, sont peu suivies des faits par la suite, les maires du monde se sont mobilisés. À Paris, il y a eu une réunion qui s'est appelée 1000 maires pour le climat, donc les sommets des maires, des sommets des maires qui se suivent régulièrement. Et effectivement, j'ai assisté à Buenos Aires il y a quelques semaines au sommet des maires pour le climat du C40, la principale organisation mondiale des grandes métropoles, qui se mobilisent pour le climat. Ça représente un peu moins d'une centaine de villes dans le monde et ça représente 1 milliard d'habitants. Et quelques semaines avant, donc j'étais à Séoul avec l'Organisation mondiale des collectivités territoriales également, donc au CGLU, qui se sont donc également mobilisés pour apporter des réponses concrètes concernant les villes par rapport au climat. Et qu'est-ce qui est intéressant à soulever dans ces 2 réunions qui viennent de se passer, Jean-Christophe Tortora le disait, je suis en charge de faire donc les bilans de ces réunions pour les apporter à la Journée mondiale du climat qui aura à Paris le 8 décembre. C'est qu'il y a une prise de conscience des maires qui sont finalement les lieux, les personnes et les villes, les lieux dans lesquels il y a ces liens directs avec les habitants. C'est qu'aujourd'hui, dans les villes, on ne peut plus se contenter de prendre des mesures techniques liées au CO2, la séquestration de CO2, et les compensations, ou alors donc les marchés groupés, qui sont effectivement des éléments qui interviennent, mais c'est plus profond.
Et je vais vous donner 3 statistiques qui nous ont fait beaucoup réfléchir sur la ligne de conduite à adopter. La première statistique, on a les villes dans un environnement donc métropolitain et les taux de déplacement journaliers dans les métropoles est à peu près équivalent. Vous avez autour de 75% de la population qui travaille, qui se déplace à la même heure, dans les mêmes tranches horaires, très tôt le matin, entre 6h30 et 8h30, et les soirs, c'est l'inverse. Et ils se déplacent, 75% de la population qui travaille, pour aller passer la journée, donc pour aller travailler, dans moins de 17% de la surface de la métropole. Donc c'est un entonnoir. Vous avez ces flux qu'on appelle pendulaires, 77%. Ils passent la journée dans moins de 17% de territoire. Ils sont hyper concentrés. Et les soirs, ils vont rentrer avec des mouvements inverses. Que ces déplacements s'effacent par les transports en commun ou qu'ils s'effacent encore pire en voiture individuelle, on est face à une dégradation de la qualité de vie. Ceux qui se déplacent en transport en commun le font donc ce qu'on appelle les heures de pointe dans des conditions qui ne sont toujours pas faciles, avec des déplacements, on le voit aujourd'hui dans les grandes capitales, on le voit aujourd'hui à Paris, c'est carrément donc le cauchemar. Et encore pire quand on le fait en voiture avec tous les impacts des voitures diesel, CO2, particules fines, la dégradation de la santé, 40 000 morts par an. Rien qu'en France, plus que le Covid depuis longtemps, uniquement par les effets directs ou indirects de la pollution générée par les diesels. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez des milliers de mètres carrés, des centaines de milliers de carrés, des millions de mètres carrés construits dans toutes les villes. Deuxième statistique, le taux d'utilisation d'un bâtiment est aujourd'hui inférieur à 40%, avec des bâtiments qui sont en parfait état, qui sont tout simplement utilisés pour une seule activité. Donc, le fait de n'utiliser un bâtiment que pour une seule activité fait qu'une fois que l'activité est finie, le bâtiment est fermé jusqu'au lendemain. Et c'est le cas, vous avez tous les bâtiments dans lesquels les gens viennent travailler, et un restaurant, un café, un gymnase, un stade, une mairie, une école, la liste est très longue. Donc le mono-usage des bâtiments aujourd'hui représente un gaspillage énorme de mètres carrés qui tout simplement ne sont pas utilisés. Et d'autre part, incitatif à l'effet numéro 1, qui est ces longs déplacements. Donc plutôt qu'utiliser de manière intensive les surfaces qui ont été construites et qui sont à disposition, eh ben non, c'est fermé à atelier. Donc on le voit aujourd'hui dans énormément donc, des lieux. On va se déplacer très loin pour des activités qui finalement on aura pu faire beaucoup plus près. Troisième élément qui est lié à l'effet combiné des déplacements pendulaires et des mono-usages des bâtiments. Quand on part le matin et qu'on part travailler dans les lieux dans lesquels on habite, peu à peu, il ne se passe plus rien. On a perdu l'essence des interactions sociales. On ne sait plus qui c'est qui habite dans un immeuble. On ne sait pas qui est son voisin, sa voisine. Dans la vie des quartiers, c'est délite également. On voit l'effet aussi des centres commerciaux. On a privilégié des centres commerciaux qui se trouvent donc en dehors des zones habitées. Donc, on va aller dans ces lieux-là. Les commerces des centres-villes, le commerce des villes, qui n'est pas uniquement des commerces, mais des lieux d'interaction sociale, deviennent donc de moins en moins présents. Et donc, on a cette situation des tensions sociales, des tensions économiques qui apparaissent par la perte donc de cette activité locale. Donc, nous avons 3 effets majeurs. L'effet pendulaire avec des longs déplacements, la moyenne étant de 60 à 90 minutes pour un aller-retour, mais ça peut être bien plus. L'effet des bâtiments mono-usage et l'effet de la perte d'interaction sociale conduit non seulement aux effets de CO2, mais aussi, encore pire, à la perte d'humanité dans nos villes qui laisse aller en quelque sorte donc, dans la qualité de ce qui représente non seulement le combat écologique, mais également le combat économique et le combat
social. Je dis le combat écologique, économique et social parce que c'est aujourd'hui important de rappeler ce que le professeur Mohamed Younous, avec qui je collabore, prix Nobel, cher ami, il a écrit un livre qui s'appelle Les triples zéros. Zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. Et le professeur Younous, il dit, vivre dans une ville durable, ce n'est pas uniquement un combat écologique pour préserver nos ressources, c'est également un combat économique pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi, pour relocaliser de l'activité. Et c'est également un combat social pour lutter contre l'exclusion, contre le populisme, contre le racisme, contre la démagogie, pour avoir donc des interactions. Donc nous, finalement, quand on a proposé, par rapport à ces triples combats écologique, économique et social, nous souhaitons donner à la proximité un nouvel élan, être un levier, non seulement pour avoir au niveau de l'écologie des villes qui soient vivables, mais au niveau de l'économie, pour avoir des villes qui soient viables, et au niveau de l'impact social, pour avoir des villes qui soient équitables. Et finalement, le professeur Younous, il dit, une ville durable est une ville qui est vivable, viable et équitable. C'est une ville dans laquelle, pour chaque euro qu'on investit, on a un retour d'investissement sur l'écologie, sur l'économie et sur les sociales. Et face donc à ces triples enjeux qui se posent, nous avons donc cherché plutôt une autre approche concernant la manière de vivre dans les villes, qui soit plutôt basée sur un urbanisme orienté interactions humaines. Et c'est pour ça que, dès ces constats, nous avons proposé ces concepts de la proximité heureuse, ces concepts de la ville des quarts d'heure, ces concepts du territoire de la demi-heure, qui est basé sur prendre pour chacun de nous qui habitons dans une ville ou dans un territoire, quelles sont les fonctions sociales indispensables qui peuvent nous rendre heureux. Et notre travail de scientifique a été d'apporter une contribution sur ce que nous on appelle les 6 fonctions sociales indispensables et incontournables pour être heureux. Et ces 6 fonctions sociales, elles sont d'abord avoir un habitat qui soit digne. Mais un habitat digne, c'est un habitat constructif avec des matériaux durables, avec de la ventilation naturelle, avec de la lumière naturelle, avec de la verdure, avec de la respiration. Mais habiter en ville, correctement, c'est loger, et ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que nous avons inclus 5 autres éléments. Le deuxième, c'est diminuer les mouvements pendulaires qui tous les jours nous pourrissent la vie pour incrémenter ce que nous appelons le travail décentralisé et transformer notre manière de travailler pour accéder à ce qu'on appelle des hubs où on puisse travailler près de chez nous sans aller tous les jours dans ces mouvements pendulaires et n'y aller que quand c'est strictement nécessaire. Le Covid nous a montré que c'était possible, que le travail à distance, non pas chez soi, mais dans les proximités était possible. Et on voit qu'aujourd'hui, même il y a une vague mondiale qui concerne y compris les personnes qui n'ont pas l'accès au télétravail. On appelle ça le quiet quitting, qui est des phénomènes donc de gens qui préfèrent carrément démissionner d'un lieu dans lequel ils doivent faire plusieurs heures journalières pour se déplacer et pour avoir donc de meilleures conditions. Le troisième élément, c'est faire ces courses de proximité, revitaliser le commerce, revitaliser l'emploi, revitaliser l'emploi local. Donner à la proximité cette capacité à régénérer nos villes avec beaucoup plus d'activités économiques, mais qui est également une activité sociale. Le quatrième, on l'a vu avec le Covid, c'est accéder à sa santé physique et mentale. Peu à peu, on est allé dans les déserts médicaux, y compris dans les villes. Peu à peu, on a perdu les dispensaires, les médecins généralistes. Peu à peu, on a fait de telle sorte que ce travail de proximité des médecines aujourd'hui, c'est délité. Nous vivons dans des sociétés dans lesquelles le climat génère une angoisse extrêmement importante. Nous savons qu'aujourd'hui, l'éco-anxiété est la première source de maladies mentales dans les jeunes aussi, qui vivent dans cette angoisse, donc dans des mains qu'on ne connaît pas trop comment il va venir ou pas. Le cinquième, c'est l'éducation, la culture. Accéder à tout ce qui est des ressources qui nous permettent de nourrir aussi l'esprit
On sait que l'ignorance conduit à la peur, que la peur conduit à la haine et que la haine conduit à la violence. C'est la maxime d'Averroès, donc un mathématicien philosophe du XIIe siècle, et il n'a jamais été aussi vrai, cette maxime. Et donc, autant que l'ignorance conduira à la peur, eh ben, nous aurons les résultats qu'on voit aujourd'hui partout en Europe avec cette montée des extrêmes et cette difficulté à créer des interactions sociales qui soient paisibles. Et le sixième, c'est les espaces publics. Donc, c'est être capable de pouvoir disposer de son temps pour flâner, pour marcher, pour être donc en lien avec la nature, pour être résilient avec la nature, avec des arbres, avec de l'eau, avec de l'air non pollué. Donc, ces 6 choses-là, nous les appelons les 6 fonctions sociales indispensables. Et la ville des quarts d'heure, les territoires des demi-heures, il ne faut pas faire la fixation sur les chiffres 15 ou sur les chiffres 30, c'est tout simplement accéder à une proximité multicentrique, c'est-à-dire rompre avec ces vieux modèles qui existent depuis la Charte d'Athènes 1937, dans lesquels on a zonifié les villes, on a les lieux dans lesquels on travaille, on a les lieux dans lesquels on habite, on a les lieux dans lesquels on va écouter des activités ou voir des activités culturelles. Donc on veut rompre avec la zonification. Je finirai en disant la ville des quarts d'heure, c'est le philosophe Pascal qui, parlant de Dieu, il disait Dieu est une sphère dans laquelle les centres partout et la circonférence nulle part. Je ne parle pas des dieux, je parle de villes puisque nous sommes devenus majoritairement des urbains. Et donc je dis la ville des quarts d'heure, c'est tout simplement une ville dans laquelle les centres partout, et on accède à toutes ces fonctions sociales donc facilement à pied ou en vélo, et la circonférence nulle part. Il faut rompre avec ces modèles centralisés, il faut donner plus de présence aux services partout. Ça permet de créer aussi pour le secteur privé des nouveaux modèles économiques. Ça permet de faire des architectures dans lesquelles on mélange les lieux pour travailler avec des lieux d'habitat, avec des lieux de culture, avec des lieux de santé, avec des espaces publics. C'est donc de nouvelles opportunités pour transformer nos modes de vie et pour ne pas être obligé d'aller effectivement manifester devant la mairie parce qu'on est obligé de supporter des voitures qui passent devant chez soi parce que ça fait 1 heure qu'ils traversent devant des boulevards qui étaient auparavant des boulevards plus paisibles pour vivre donc, en tant que voisin et qui se voient aujourd'hui contraints d'accepter un flot de voitures qui viennent passer parce que probablement ces gens-là qui traversent les voitures devant les boulevards qui gênent les personnes qui manifestent actuellement devant la mairie, peut-être que s'ils avaient des activités près de chez eux, s'ils avaient un accès à un travail décentralisé, s'ils avaient accès à une capacité à accéder à des services plus locaux, eh ben, on n'aurait pas besoin de prendre la voiture et de traverser les boulevards pendant 1 heure et on serait d'une manière plus paisible. Donc la question, elle n'est pas si on a plus ou moins de mobilité. La question, c'est pourquoi on se déplace et comment limiter les déplacements en accédant plutôt à ces services locaux, à plus de proximité, pour que les déplacements ne soient plus des déplacements obligés, mais des déplacements voulus. Et aujourd'hui, si vous manifestez parce que vous avez toutes ces voitures qui passent dans un boulevard où avant ce n'était pas le cas, c'est parce que les gens qui sont dans ces voitures-là, ils sont soumis à des déplacements obligés parce qu'ils n'ont pas le choix, tandis qu'on devrait plutôt être en capacité d'accéder à ces services de plus en plus proches et ne se déplacer que quand on a absolument besoin. Et à ce moment-là, donc, on aura libéré du mot qui nous rogne dans nos villes, qui est celui pour lequel vous protestez, les gens qui sont en bas, qui s'appelle la saturation. Donc aujourd'hui, nos villes, elles sont saturées. Elles sont saturées des transports en commun dans des conditions donc indignes. Elles sont saturées des voitures qui ne devraient pas passer si on pouvait faire autrement. Elles sont saturées des gens qui sont là en train de poireauter pour avoir un transport à 1 heure extrêmement précis. Donc le mot d'ordre, le mot-clé de la ville des quarts d'heure, c'est désaturer, mutualiser et décentraliser. Merci beaucoup.